l'insuffisance cardiaque et le diabétique, c'est pas quelque chose qui a intéressé depuis longtemps et c'est finalement assez récent qu'on s'y intéresse. Et pourtant, ces deux maladies chroniques à forte prévalence et donc c'était inéluctable qu'elles se rencontrent un petit peu. Et effectivement, c'est fréquent. Le diabète est fréquent chez l'insuffisant cardiaque. Et là, je vous ai mis par exemple un registre qui est un registre mondial de patients insuffisants cardiaques. Et vous voyez que globalement, je ne sais pas si on peut montrer les choses ici. Non, ça marche. Si, ça marche. On voit quelque chose ? Moi, je vois rien. Vous voyez qu'en gros, il y a 30% de diabétiques chez les insuffisants cardiaques. Ça varie un peu en fonction des régions. En Afrique, c'est encore pas trop, 17%. Au Moyen-Orient, on arrive quasiment à 60%, mais c'est la même chose que la prévalence du diabète. Finalement, quand on regarde les grandes études, c'est à peu près la même chose. On est vraiment à 30%. Et ce n'est pas différent, c'est ce qui est à noter, qu'on s'adresse à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée, ou vous voyez à droite l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc on peut retenir qu'un tiers de nos insuffisants cardiaques sont diabétiques. Alors maintenant, quelle est la prévalence de l'insuffisance cardiaque dans le diabète ? Là, c'est plus bas, bien sûr, parce que les diabétiques sont plus nombreux. Mais vous voyez que quand même, ce n'est pas négligeable. On est autour, globalement, de 12%. Ça, c'est dans une population tout venant. Et vous voyez que c'est beaucoup plus important que chez des patients non diabétiques où on est à 4,5%. Si on regarde dans les études récentes qui s'intéressent cette fois-ci à des diabétiques à haut risque cardiovasculaire qui ont soit une maladie cardiovasculaire avérée, en général c'est les coronaires, ou qui ont fait un syndrome coronarien aigu, on est quand même à des taux plus élevés. On est autour de 20, voire 30% parfois après les accidents coronariens. Donc, c'est deux maladies à forte prévalence et on voit qu'il y a bien sûr des relations entre les deux qui sont fréquentes et il est évidemment pas exceptionnel de rencontrer les deux pathologies à la fois. Alors, sur le plan physiopathologique, bien sûr, la cause importante, c'est la maladie coronaire, mais vous savez qu'on a identifié cette fameuse cardiomyopathie diabétique chez des patients diabétiques qui n'ont finalement pas d'atteinte coronaire, qui ne sont pas forcément hypertendus. C'est une entité qu'on a un peu de mal à définir, il faut bien le dire, mais où on a des arguments quand même d'ordre préclinique, hein, dans des modèles animaux, on a des arguments d'imagerie et où les patients diabétiques ont souvent une atteinte de la fonction diastolique. Et donc, clairement, l'atteinte non ischémique chez le diabétique est également une atteinte importante. Quand on regarde brièvement l'impact du diabète sur le pronostic de l'insuffisance cardiaque, les patients diabétiques chez les insuffisants cardiaques en général ont un risque plus important, mais c'est surtout vrai, vous voyez ici dans cette étude lilloise, chez les patients ischémiques. C'est un peu moins vrai et on a même une courbe presque inverse chez les patients non ischémiques. Alors, venons-en à la thérapeutique et à la prévention cardiaque, de la prévention de l'insuffisance cardiaque chez le diabétique. Eh bien, finalement, on s'est intéressé un peu plus à l'insuffisance cardiaque depuis les glitazones et notamment la pioglitazone et cette étude proactive et d'autres études qui ont suivi. Vous voyez que finalement, le médicament était efficace sur la prévention des accidents coronaires, on va dire, mais vous voyez que ça augmentait le taux d'insuffisance cardiaque de l'ordre de 40%, et donc on a dit que c'était un enjeu. Et quand la FDA a fait ses recommandations sur les nouveaux anti-hypolipémiants, on s'est dit qu'il fallait bien entendu, ils ont indiqué aux industriels qu'il fallait bien sûr se concentrer sur les patients à haut risque. Il fallait bien sûr regarder en priorité les accidents coronariens, décès cardiovasculaires, infarctus et AVC, mais qu'on pouvait possiblement regarder d'autres endpoints. Et bien sûr, dans les autres endpoints, on a inclus l'insuffisance cardiaque. Et là, on a eu encore d'autres surprises, vous voyez, avec une des premières gliptines, la saxagliptine dans l'étude SAVOR-TIMI 53, où on a vu qu'il y avait évidemment un effet neutre sur les principaux, les MACE, comme on dit, mais vous voyez qu'il y avait un surrisque également sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Alors, ça n'a pas été retrouvé avec les autres gliptines et ça n'a pas été retrouvé également avec les analogues du GLP-1.
Et puis, bien entendu, sont arrivés les inhibiteurs des SGLT2 avec leur mécanisme d'action que vous connaissez, qui est en fait une augmentation de l'excrétion urinaire du glucose et avec un certain nombre d'autres effets, d'autres mécanismes d'action que finalement on ne connaît pas très bien, mais plutôt une baisse de la pression artérielle, une baisse du poids, etc. Et puis cette fameuse étude en PAREG, qui a donc chez des patients à haut risque, qui n'étaient pas à haut risque, qui avaient des patients diabétiques qui avaient une maladie coronaire avérée ou une maladie en tout cas athéromateuse avérée, qui a testé l'empagliflozine avec les résultats que vous connaissez. Donc on est en 2015, c'est pas si vieux. Un effet sur le critère primaire qui est important, qui est essentiellement lié à une baisse des décès cardiovasculaires, sans impact majeur sur les infarctus, sans impact majeur sur les AVC. Et quand on regarde un peu plus attentivement, eh bien, on a un effet sur les hospitalisations qui est tout à fait considérable, avec une baisse de 35% des hospitalisations pour insuffisance cardiaque chez ces patients qui, globalement, n'étaient pas insuffisants cardiaques. Il n'y en avait à peu près que 10% qui avaient déjà fait de l'insuffisance cardiaque. Les autres étaient simplement des malades qui avaient fait un accident athéromateux vasculaire. Alors, ça a été confirmé, vous le savez, cet effet sur l'insuffisance cardiaque dans les deux autres grandes études, l'étude Canvas et l'étude DECLARE-TIMI 58. Et vous avez ici le taux d'insuffisance cardiaque dans le groupe placebo, la fréquence de l'insuffisance cardiaque. Vous voyez que c'est quand même pas extrêmement fréquent. En gros, c'est 3% par an chez ces malades diabétiques qui sont à très haut risque vasculaire, qui ont déjà une maladie cardiovasculaire athéromateuse, donc 3% d'insuffisance cardiaque par an. Et vous voyez que chez ces malades, eh bien, les glyphlosines diminuent clairement le risque d'insuffisance cardiaque de 31%, d'un bon tiers, et le risque de décès cardiovasculaire et d'insuffisance cardiaque de 23%. Alors là-dessus, bien sûr, est arrivée cette fameuse étude d'APA-HF, où là, on s'est plus intéressé à vraiment des diabétiques, mais on s'est intéressé à des insuffisants cardiaques et on a regardé si finalement la dapagliflozine pouvait avoir un effet également sur l'insuffisance cardiaque, sur le pronostic des patients insuffisants cardiaques, qu'ils aient ou non un diabète. Et donc cette étude, vous en connaissez les résultats, elle a été présentée il y a quelques mois à l'ESC, publiée dans la foulée. Et vous voyez qu'on a un effet bien sûr sur le critère primaire qui est le critère décès cardiovasculaire et hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et on a un effet également très fort sur la prévention des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et on voit que finalement, que le patient soit diabétique ou que le patient ne soit pas diabétique, on a absolument le même effet. Donc on a finalement un médicament hypoglycémiant développé pour les diabétologues qui est en train de devenir un médicament qui va sûrement être très important pour le cardiologue dans la prise en charge des patients insuffisants cardiaques. Pour le reste, on prend en charge aujourd'hui l'insuffisant cardiaque diabétique comme un patient non diabétique. Il n'y a pas de spécificité que le patient soit diabétique ou non. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Bien, retenir qu'un bon tiers de nos insuffisants cardiaques sont diabétiques et qu'environ 12% des diabétiques sont insuffisants cardiaques. Qu'en règle générale, le fait d'avoir un diabète chez l'insuffisant cardiaque, ça rajoute à du mauvais pronostic, qu'il n'y a pas de spécificité de traitement de l'insuffisance cardiaque chez le diabétique, si ce n'est qu'il faut éviter certains antidiabétiques, et enfin que les inhibiteurs, ces nouveaux médicaments qu'on n'a pas encore mais qu'on va peut-être avoir très rapidement, eh bien, finalement préviennent l'insuffisance cardiaque de manière très nette chez le patient diabétique qui n'est pas encore insuffisant cardiaque et sont sûrement un traitement d'avenir pour le patient insuffisant cardiaque, qu'il soit diabétique ou non. Je vous remercie. Tu le placerais où la glyphosine dans ton algorithme de traitement du coup? Vous avez une idée ou... Pour l'insuffisance cardiaque, alors c'est venu en add-on. C'est des patients, je ne l'ai pas dit, qui étaient extrêmement bien traités. Donc ils recevaient toutes les classes médicamenteuses de l'insuffisance cardiaque, des bloqueurs du système rénine-angiotensine, des bêta-bloquants, des anti-aldostérone qui étaient donnés de manière importante.
Et donc, forcément, c'est un médicament qui va arriver derrière. Donc, on voit que l'ordonnance du patient insuffisant cardiaque, qui est déjà complexe, va se complexifier encore, en particulier s'il est diabétique. Mais là, on aura un traitement qui pourra peut-être faire pour les deux et qui sera peut-être à donner en première intention. Mais je pense que ça vient après. Et quel est le mécanisme de la réduction de mortalité des glyphosines ? C'est encore un petit peu mystérieux. Ça, c'est une question piège. Non, je crois que le vrai problème, c'est que je crois que c'est la première fois, en tout cas sur le plan cardiaque, qu'on donne un traitement dont on ne connaît pas bien le mécanisme d'action et qui finalement a un impact aussi fort sur des critères majeurs. Je pense que l'effet rénal est probablement très important parce qu'il y a un effet diurétique. Mais à ma connaissance, c'est un des premiers diurétiques qui préserve la fonction rénale. Et c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et les diurétiques n'ont jamais réduit la mortalité ? Non, mais parce que les diurétiques ont potentiellement des effets qui peuvent être délétères sur la fonction rénale. Et ils n'ont certes jamais réduit la mortalité, mais on ne l'a jamais démontré non plus. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de vraie étude chez les diurétiques. Pour les diurétiques. Mais je pense que l'impact sur la fonction rénale est sûrement un élément important. Alors bien sûr, après, il y a des impacts qui sont un peu plus fumeux sur le métabolisme, sur le fait que peut-être qu'on améliore le métabolisme énergétique du cœur, le myocarde, etc., la consommation. Inflammation ? L'inflammation, je crois pas. Bon, on va rester avec notre... Oui, on a une question. Qu'est-il du risque hypovolémique chez l'artéritique ? Oui, il y a eu des effets, il y a eu des signaux négatifs sur un risque d'amputation, surtout augmenté dans l'étude Canvas, finalement qui n'a pas été tellement confirmé dans les autres études. L'étude déclare TIMI 58, il n'y a pas de surrisque majeur d'amputation. Et dans l'étude d'APA-HF, chez des malades fragiles, insuffisants cardiaques, il n'y a pas non plus de signal très négatif. Donc il y a sûrement peut-être un petit surrisque, mais qui est absolument pas majeur, quoi. Compte tenu du bénéfice. Il y a le registre suédois là, qui est sorti, l'énorme registre suédois qui a été fait avant qu'ils aient la canagliflozine, où ils retrouvent ce signal sur les amputations, en particulier avec l'AMPA, dans un registre. Registre. Donc il y a quand même... il y a sûrement un petit... la FDA suit ça de très très près. Il y a aussi l'histoire des gangrènes de Fournier, qui est presque plus inquiétante d'ailleurs, et là qu'on comprendrait un peu, parce que comme du coup on urine du sucre, ça pourrait favoriser peut-être des mycoses avec des surinfections bactériennes, avec un truc qui flambe, on ne sait pas trop. Mais c'est un des arguments qu'utilisent les agences pour freiner, l'arrivée des produits en France. Mais je pense que compte tenu du bénéfice clinique, je pense c'est très très rare. Mais c'est sur les doigts d'une main. Oui, enfin il y a quand même il y a 30 cas, mais par rapport au taux de prescription, c'est rien. Et quelqu'un disait que si on avait compté comme ça les acidoses lactiques, la metformine n'aurait jamais été commercialisée. Ah ouais.